on peut raisonner en ratio nombre de touristes à nombre d'habitants. C'est pas à ce moment-là, on voit que l'Espagne a 50 millions de touristes pour 45 millions d'habitants, que la France a 75 millions de touristes pour 60 millions d'habitants. Et donc je pense que nos malheureux petits 10 millions de visiteurs pour nos 30 millions d'habitants restent dans des normes tout à fait raisonnables. Vous savez, l'identité marocaine est forte. La culture marocaine est également une culture forte. Le patrimoine marocain est un patrimoine profondément enraciné. Nous n'avons pas peur de cela. Le Maroc a toujours été un pays où se sont rencontrées les civilisations, les cultures. Le Maroc lui-même a des racines andalouses, africaines, arabes, berbères, de partout. Et donc, nous avons toujours vécu dans l'ouverture. Nous n'avons pas peur de cela, au contraire. Nous considérons cela comme une source de richesse. Ça, je crois que c'est quelque chose aussi qui est positif. On permet aux gens de se comprendre plus facilement. Et je pense aussi que ça va montrer aux Marocains l'attractivité qu'a leur pays. Parce que ça, c'est un jugement purement personnel. J'ai quelquefois le sentiment qu'ils ne sont pas conscients de la valeur historique de leur pays. Et c'est peut-être en ayant plus de contact avec des touristes étrangers sur leur territoire qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont juste des merveilles dans leur pays. Tekodo. Les Marocains qui prennent tous les risques pour accéder à l'Espagne et aux rêves européens ne se font-ils souvent pas de fausses idées? Les réformes voulues par le Palais Royal seront-elles à la hauteur des espoirs de la jeunesse du Maroc? Là est tout le pari. Le prochain volet de notre émission évoquera la mise à niveau de l'économie du pays et la création d'emplois. Un autre immense défi que le gouvernement marocain entend relever. Inch'Allah. Moi, le Maroc, je kiffe grave. Mohamed VI, c'est mon pote. C'était Éco-Décode avec le gaz naturel carburant pour le respect de l'environnement. Éco-Décode pour le respect de l'environnement avec le gaz naturel carburant. Le Maroc est-il le nouvel Eldorado? Nous poursuivons notre reportage sous l'angle de la mise à niveau de l'économie, terme officiel pour définir la politique volontariste définie par le roi Mohamed VI. Ici aussi, le Maroc a à accomplir des pas de géant. Testé par Éco-Décode, la popularité du souverain qui symbolise les espoirs, même les plus naïfs, d'une vie quotidienne meilleure, se trouve à son zénith. Tout au contraire de l'image de son père. L'économie marocaine, symbolisée par le dirham, a de l'avenir, c'est du moins la conviction que tente de faire partager le gouvernement de Sa Majesté. Le volume des échanges entre la Suisse et le Maroc est inégal et relativement faible. Il a triplé en 20 ans, mais demeure toujours largement à notre avantage. Nous exportons en effet nos machines, nos produits chimiques ou pharmaceutiques pour un montant de 200 millions et nous n'apportons qu'une valeur de 100 millions en produits agricoles, poissons ou artisanat. Ces chiffres ne tiennent toutefois pas compte du commerce triangulaire, c'est-à-dire des marchandises qui transitent par la France ou l'Espagne avant de parvenir chez nous. Lors d'un symposium qui s'est tenu récemment à Genève, de hautes personnalités marocaines ont procédé à une opération séduction auprès d'investisseurs privés potentiels. Le chef du cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce a un discours vendeur bien rodé. Le Marocain a la réputation d'avoir le sens des affaires et cette image est toujours vivante. Le gouvernement marocain, il y a plus d'1 an de cela, a travaillé sur la mise en place d'une nouvelle stratégie industrielle qu'on appelle le programme Émergence. Il s'agissait pour nous d'identifier 7 moteurs de croissance orientés export qui apporteront sur les 10 années à venir l'essentiel de notre croissance, 70%. Nous nous adressons aux entreprises suisses. On considère que
ces entreprises suisses, au même titre que les entreprises européennes, ont besoin d'une visibilité, ont besoin de confiance pour réussir leurs investissements. Il faut sans arrêt redoubler des efforts. Aujourd'hui, nos indicatifs macroéconomiques sont excellents. Une inflation maîtrisée à moins de 2%, un déficit budgétaire en dessous de 3,5%, une croissance moyenne sur les 5 dernières années de 4%, avec objectif 2007 7%. Ajoutons quelques bémols. Le taux de chômage demeure par exemple extrêmement élevé. Officiellement, selon le Haut Commissariat au Plan, il atteint environ 10%, moyennant quelques variations saisonnières. Mais les indicateurs ne correspondent pas aux mêmes valeurs que chez nous. La part dite de l'emploi rémunéré représente en effet 70%. Déduction logique, l'emploi non rémunéré atteint donc 30%, c'est-à-dire le chômage minimal retenu par les observateurs neutres. Le secteur, pudiquement baptisé informel, emploierait 40% de la population. Et encore, 4 personnes sur 10 considérées comme rémunérées le sont en auto-emploi et le chômage frappe au moins un diplômé sur 4. La pauvreté absolue toucherait 5 des quelques 30 millions d'habitants du pays. La société marocaine demeure très inégalitaire, c'est dire l'ampleur des défis que le royaume s'efforce de relever afin d'augmenter les chances d'intégration des jeunes Marocains. Comme dans beaucoup de pays, y compris la Suisse, les rabais fiscaux sont l'arme principale de la promotion économique. Nous avons bien sûr des mesures incitatives pour les investisseurs, quels qu'ils soient. Par exemple, une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant 5 ans. Ensuite, 50%, donc 17,5 à vie, donc pour les industriels qui s'installent n'importe où dans une zone industrielle classique. Pour ce qui est des zones franches, l'incitation est de 100% de réduction les 5 premières années et 8% donc à vie. Aujourd'hui, nous, on pense fermement que le Maroc est la solution pour permettre aux PME européennes et aux PME suisses de maintenir leur compétitivité dans la zone Euromed. Face aux géants qui viennent de l'Est, il faut qu'on raisonne en bloc régional. C'est notre conviction. Et tous les atouts aujourd'hui que le Maroc met en place, c'est dans cette direction. Permettre aux PME européennes de maintenir leur compétitivité en externalisant ce qui les empêche de rester compétitives en Europe. On voit ainsi dans les faits des PME européennes qui augmentent leur croissance tout en délocalisant une partie de l'activité au Maroc. Cela signifie-t-il que le niveau marocain des rétributions constitue un atout comparable à ceux des dragons et autres tigres asiatiques ? Des groupes comme Schneider, dans l'électricité par exemple, qui font des matrices de prix à travers tout le monde, on a un taux moyen horaire de 2 €. Aujourd'hui, c'est un élément très intéressant pour les groupes pour investir au Maroc, au niveau donc, des grandes masses salariales. Pourquoi ? Parce qu'additionné à ce taux de 2 €, qui est peut-être plus élevé que ceux de la Chine, mais qui reste très compétitif, si vous avez une logistique performante, vous êtes compétitif. Autrement dit, le salaire horaire au Maroc serait 8 à 10 fois moins élevé que le plus modeste salaire helvétique. Cela indépendamment d'un coût de la vie et de modes d'existence très différents. On le voit aujourd'hui, de grands noms sont en train de venir au Maroc. Nous sommes en discussion avec des groupes comme AXA, AGF, BNP Paribas, Renault, La Poste. Actuellement, 21 filiales d'entreprises suisses sont actives au Maroc, dont Nestlé, ABB, SGS, Novartis et Roche. Le cimentier helvétique Holcim, numéro 2 mondial, occupe 90 000 collaborateurs dans 70 pays. Après bien des hésitations, il est en train de construire une nouvelle cimenterie au Maroc pour plus de 350 millions. En 2006, la demande marocaine de ciment a enregistré une hausse d'environ 10%. Et quand le bâtiment va, tout va. Holcim entend par ailleurs construire une unité de traitement de déchets industriels afin d'en utiliser l'énergie pour sa nouvelle cimenterie. Total de l'investissement, 1 demi-milliard. Constaté par Ecodécode, le Maroc possédera une colonne vertébrale autoroutière complète lorsqu'à la fin de la décennie, l'autoroute Marrakech-Agadir sera terminée. Parmi les nouvelles arrivées, plus modestes celle-là, la compagnie financière du Toubkal, présidée par un avocat d'affaires genevois. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a pris un essor économique très important, sous-évalué, en tout cas dans les pays européens. Tous ceux qui se sont rendus au Maroc récemment, pour des raisons touristiques ou économiques, se rendent compte aujourd'hui que ce n'est plus le même pays. En tant qu'avocat, j'ai réuni un tour de table d'investisseurs qui étaient intéressés à ouvrir une société de gestion de fortune dans un site offshore original.
La compagnie financière du Toubkal, qui aura son siège à Tanger, a comme actionnaire des familles européennes et suisses. Alors c'est un tour de table à combien de millions? Oh non, on ne parle pas de millions pour l'instant encore, c'est une petite société de gestion de patrimoine. Quels sont les atouts qui ont séduit cette société financière? La proximité par rapport aux autres sites offshore classiques, la langue, bien sûr, on y parle le français, la qualité de la formation des personnes qui vont travailler pour nous, ce seront aussi des Marocains, oui, même essentiellement des Marocains. Et puis une envie de bien faire qui existe aujourd'hui au Maroc de la part des autorités mais aussi des gens. Là, on parle d'une imposition à zéro, en tout cas pour les 5 premières années. Il y a aussi ceux qui observent sans, pour l'instant, faire le pas. Nous avons 3 antennes principales en Afrique. La première au Caire, et puis 2 antennes en Afrique du Sud, une à Johannesburg, une 3e au Cap. Et il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir une antenne physique au Maroc. En revanche, le Crédit Suisse a sponsorisé le symposium économique Suisse-Maroc qui s'est tenu à Genève. N'étant pas présent physiquement sur le Maroc, c'est une façon pour nous de ne pas faire oublier le nom Crédit Suisse dans une économie émergente qui offre certainement à moyen et à long terme beaucoup de possibilités de croissance. Il y a un intérêt à ce stade de la part du groupe, mais on n'a pas encore de date de concrétisation et on ne sait pas s'il y en aura une. Les principales banques françaises sont implantées au Maroc, et ce depuis de nombreuses années. Les relations entre les deux pays sont en effet enracinées dans l'histoire. Le Maroc fut protectorat français jusqu'en 1956, date à laquelle il accéda à l'indépendance. Est-ce qu'un jour, ça vous plairait de travailler dans un pays comme le Maroc? Pourquoi pas? Vous pensez que les relations commerciales, les relations économiques entre la Suisse et le Maroc, qui sont largement favorables à la Suisse dans la balance, pourraient un jour s'inverser? Ah, c'est possible, oui. Parce que le pays est attractif? Oui, et puis il est en train de se développer, il commence à s'ouvrir comparé à certains autres pays, donc pourquoi pas? Écoutez, je ne suis pas tellement au courant dans le secteur industriel, mais je pense qu'il y a toujours moyen, et c'est toujours positif de nouer des relations, qu'elles soient économiques ou même mieux, entre la Suisse et un autre pays. Est-ce qu'à votre avis, on devrait un peu mieux équilibrer cette balance quand vous voyez, vous les Marocains, travailler? Évidemment, ça, la question ne se pose pas. Je veux dire, tous les pays du tiers-monde souffrent de notre attitude économique, c'est certain. La société ST Microélectronics est issue de la fusion du français Thomson et de l'italien SGS créé par Adriano Olivetti. C'est l'un des plus importants producteurs de puces électroniques au monde. ST possède plusieurs sites au Maroc qui ont nécessité des investissements totaux de quelques 800 millions de francs suisses. La société y emploie pas moins de 4400 personnes. À Rabat, il dispose aujourd'hui d'un siège équipé ultramoderne qui a été construit en très peu de mois. Il permet aujourd'hui de voir des ressources humaines marocaines plancher sur des technologies extrêmement importantes dans le domaine de la recherche. Ce site est par ailleurs tout proche de l'université Mohamed V, pépinière de jeunes ingénieurs. Nous sommes la 5e société des microélectroniques au monde. On voudrait monter entre les 3 premiers au monde. C'est une bataille dure parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont la même ambition, mais on va se battre. ST a son siège à Genève et occupe 50 000 personnes à travers le monde. En 1991, la société réalisait un chiffre d'affaires d'1,5 milliard et accusait une perte de 120 millions. En 2005, ST passait à un chiffre d'affaires de 10 milliards et un bénéfice de 300 millions. ST au Maroc depuis 54 ans maintenant. On a choisi de mettre au Maroc des productions à très haute automatisation. Ça veut dire que le coût du salaire, qui reste important, n'a pas l'importance qu'elle avait en passé. Aujourd'hui, c'est la qualité du travail, la flexibilité un peu qui importe, et la possibilité d'avoir des ressources humaines de qualité à disposition. La formation,
la capacité d'apprendre, la qualité des écoles, la qualité du système scolaire du Maroc ont favorisé le choix. C'est une société qui vient fusionner avec le monde de l'université et qui, de ce fait, apporte quelque chose de fondamental en matière de recherche et développement. Nous avons un projet équivalent avec Matra, nous avons un projet équivalent avec les constructeurs aéronautiques, donc c'est vous dire que nous nous situons dans des secteurs de pointe, ce qui permet de garder notre éminence grise dans le pays et d'éviter une migration qui peut porter tort à nos intérêts. En effet, actuellement, les Marocains exilés à l'étranger représentent quelques 4 millions de personnes, dont 15 000 en Suisse, ce qui représente un chiffre très bas pour un pays en partie francophone en comparaison avec la France ou la Belgique. Carlo Emmanuel Ottaviani préside par ailleurs la Fondation ST. Dotée d'un capital de 11 millions de francs, celle-ci est financée par les intérêts de cette somme et a pour objectif de réduire la fracture numérique. Aujourd'hui, il y a aussi une différence qui est donnée par la capacité d'accéder aux avantages offerts par Internet et ses possibilités d'ouvrir les marchés, d'ouvrir les connaissances. Au Maroc, la Fondation entend former 100 000 jeunes. 15 000 d'entre eux l'ont déjà été, encadrés par quelques 170 formateurs maison. L'idée consiste à ouvrir des salles d'ordinateur et des cours gratuits. Notre idée de base est de créer les conditions pour un développement durable, pour permettre une croissance bien harmonieuse autour de nos centres. Aujourd'hui, il y a une réalité dans notre pays. Nous avons placé l'être humain au cœur de tout développement économique, social et culturel. C'est une réalité chez nous. La misère, c'est un combat. L'analphabétisation, c'est un combat. Ce n'est pas parce qu'on vise le top niveau en termes de valeur ajoutée qu'on doit oublier la réalité du terrain et où des efforts considérables sont faits. Au-delà des beaux discours, le gouvernement de Sa Majesté parviendra-t-il à passer du stade des bonnes intentions à celui de la réalisation ? Il faudra beaucoup de temps pour transformer la misère endémique qui continue de frapper une bonne part du peuple marocain. Prochaine étape de notre périple à l'enseigne de l'Eldorado marocain, la fraîcheur des riades, ces palais mystérieux qui séduisent les Français et maintenant les Suisses qui ont en tête de s'y établir. Moi, je kifferais de vivre comme un pacha. On verra la prochaine fois s'il nous raconte les histoires des 1001 nuits. C'était Éco-Décode avec le gaz naturel carburant pour le respect de l'environnement. Éco-Décode pour le respect de l'environnement avec le gaz naturel carburant. Le Maroc est-il un nouvel Eldorado ? Ses racines culturelles pénètrent loin dans l'histoire. On fait en général remonter ses origines à la fondation de la ville de Fès au 8e siècle. Le nom Maroc provient de celui de Marrakech, qui fut la capitale de 3 dynasties. On appelle aussi le Maroc Maghreb al-Aqsa, le pays du couchant. Aujourd'hui, les Européens, en particulier les Français, sont fascinés par les riades, ces anciens palais avec cours intérieures, fontaines y apportant la fraîcheur et trésors de l'artisanat marocain. On peut demeurer dans une maison orientalisante à Neuchâtel et rêver de couler la dernière partie de son âge dans un riad marocain. Entrons faire la connaissance de ce passionné de vieilles pierres. Je suis très intéressé au niveau de la restauration, mais ici en Suisse, c'est vrai que je suis convaincu que dans un bâtiment ancien, il faut travailler avec des matériaux anciens. Il y a 2 ans, on a complètement restauré l'enveloppe extérieure du minaret qui était dans un état piteux, de manière à le rendre tel qu'il était à l'origine. Le minaret, c'est donc une construction qui a été voulue et réalisée par Philippe Suchard en 1865. Construction, je dirais, étonnante pour l'époque,
Et même maintenant, disons, quand on voit les problèmes qu'a, semble-t-il, à ériger un minaret en Suisse de nos jours. Je suis allé la première fois au Maroc il y a 37 ans, donc j'étais vraiment jeune adolescent. J'y suis retourné que beaucoup plus tard. Mais je dirais l'architecture arabe, globalement, et marocaine en particulier, m'a toujours fasciné parce que le riad, c'est peut-être un peu le successeur de la maison romaine avec la vie autour d'une cour intérieure qui convient tout à fait au climat de là-bas. J'ai trouvé un ouvrage de Galotti qui date de 1923 sur la maison arabe au Maroc qui me paraît être une référence et puis qui liste toute la manière de faire les différentes choses, je dirais, de manière traditionnelle. C'est vrai que maintenant la mode est à l'acquisition de riad, entre autres à Marrakech, et on a, je dirais, plus que l'impression qu'une partie de la jet set a quitté Saint-Tropez pour aller à Marrakech. Évidemment, du coup, le prix des riads a explosé. Donc, c'est peut-être réjouissant pour certains Marocains, puis ça doit amener quand même quelque argent. D'un autre côté, c'est vrai que si on veut acquérir un riad maintenant, ça me paraît difficile, je dirais, financièrement, d'en acquérir un à Marrakech. Et pourtant, des riads, le groupe français Barrière vient d'en acheter 30 au centre de Marrakech. Et il y en a encore, parole de ministre. Marrakech, c'est devenu un peu plus cher, mais il y en a beaucoup à Fès, il y en a à Essaouira, il y en a à Azmour, qui est une belle petite ville sur l'Atlantique entre Casablanca et El Jadida. C'est la même chose pour des villas, c'est la même chose pour des appartements. À chaque fois qu'il y a un intérêt qui se manifeste pour un produit, eh bien ces produits flambent. Bonjour. Une flambée des prix qui atteint aujourd'hui des niveaux si élevés qu'on peut parler de spéculation concernant Marrakech. Moi, je recommande la Médina de Fès, qui est la plus grande en superficie, qui est la plus riche, la plus vieille, la plus spectaculaire, et sur laquelle un grand nombre de riads peuvent être encore trouvés à des prix qui sont inférieurs aux riads de Marrakech, sans aucun doute. Ces joyaux se trouvent dans les vieilles villes, les médinas. Ça a permis de booster ces médinas, de les rénover complètement, de voir leurs rues complètement refaites, leur système de canalisation refait. Je crois que ça les a modernisés tout en permettant de leur garder leur cachet ancien. Ça a recréé de l'emploi, ça a recréé de l'activité, ça a recréé du commerce. Donc au contraire, je crois que c'est au bénéfice à partir du moment où il y a un respect des traditions dans le cadre d'une ouverture sur la modernité. Curieux retour de l'histoire, les Français qui colonisaient le Maroc étaient encore 500 000 en 1952. À l'indépendance, ils avaient massivement regagné l'Hexagone pour recommencer ces dernières années à reprendre le chemin du pays de la douceur de vivre. Ils sont aujourd'hui 30 000 à y résider. Les Suisses établis au Maroc, eux, représentent un petit millier d'individus. Lorsque son revenu est une retraite, le niveau d'imposition est bas au Maroc. Il ne s'agit pas de revenus de capitaux mobiliers ou de revenus fonciers, mais de revenus de retraite. C'est une retenue de 10% qui est libératoire, pourvu que l'on domicilie le virement de sa retraite au Maroc. Disons-le clairement, pour les étrangers, les impôts marocains sont aussi doux que les dattes de la vallée du Draa. D'où l'engouement récent des retraités de Français et peut-être demain de Suisse romande. Prenons le revenu d'un couple de retraités helvétiques disposant de quelques moyens. Fixons-les à 70 000 francs AVS, deuxième et éventuellement troisième pilier compris. S'il préfère rester au pays de Guillaume Tell, ce couple paiera plus ou moins 12 000 francs d'impôts suivant son domicile et le double ou le triple s'il dispose de revenus supérieurs. Au Maroc, en qualité de résident, c'est-à-dire de personnes vivant au moins la moitié de l'année dans ce pays, il bénéficiera de la convention évitant la double imposition signée avec la Suisse. Le Maroc connaît aussi la progressivité de l'impôt, mais accompagnée d'abattements attractifs. En tant que retraité, notre couple bénéficiera d'exonérations supplémentaires. Il ne déboursera en moyenne que les 10% évoqués, soit 7 000 francs. La différence avec la voracité du fisc helvétique sera d'autant plus marquée pour des revenus plus élevés. Cela sans compter tous les avantages découlant d'un coût de la vie considérablement plus avantageux qu'en Suisse. 1 kilo d'orange revient à 80 centimes, parfois moins suivant la saison. 1 kilo de tomates à moins d'1 franc. Une place de cinéma entre 3 et 5 francs. Tout compté, largement de quoi s'offrir un riad ou un petit palais battant neuf si l'on a mis de côté quelques économies.
variante d'action qui se pratique beaucoup, transformer un riad en chambre d'hôte ou en hôtel. Reste à savoir à quel prix ces habitations sont accessibles. Pour avoir un riad intéressant, j'ai bien peur que ça coûte autour des 300 000 €. Quelque chose d'intéressant à restaurer. Il y a aussi riad et riad. J'irais à riad avec de la substance et puis pas simplement le fait d'avoir un bâtiment plus ou moins moderne, sans intérêt architectural, dont la seule valeur est d'être organisé autour d'une cour intérieure. Le ministre du Tourisme a tendance à rassurer le futur acheteur. J'ai l'idée d'un tour opérateur spécialisé dans le luxe français qui a acheté récemment un palais d'hôtes, pas un riad, mais un très très grand riad, un palais d'hôtes à Fès et qu'il a payé autour de 300 000 €. Donc peut-être qu'un riad de dimension réduite, c'est entre 100 000 et 150 000 €. Une fourchette qui, en francs suisses, se situe entre 160 000 et 240 000 francs. Testé par Ecodécode, suivant l'état de ce riad, il faut ajouter au bas mot 100 000 francs supplémentaires pour assurer la restauration nécessaire. Notre amateur neuchâtelois de minaret et de riad se méfie toutefois. Il faut savoir si on achète d'abord au bon propriétaire. Le deuxième problème que je vois, c'est qu'ayant identifié le bon propriétaire, ça c'est le cas de figure idéal, mais c'est les bons propriétaires parce qu'on a souvent affaire à des waris dans le cas de ces riads. Il faut s'entourer des services d'un notaire quand il s'agit d'acquérir une maison, d'un notaire de qualité, de quelqu'un de professionnel. Je vous recommande d'utiliser beaucoup l'artisanat marocain et de faire les choses à la main. Elles sont magnifiques, d'excellente qualité. Fondamentalement, ils ont les artisans qui savent encore faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture, comme il y a par exemple en Europe, il n'y a pas eu de rupture au niveau des traditions des bâtiments, mais au contraire, c'est quelque chose qui est toujours resté vivant et on trouve, je suis convaincu, les bons artisans, tous ne sont certainement pas bons, mais les bons existent sans aucun problème. Encore faut-il les dénicher. Encore faut-il les dénicher, et puis, comme ils sont certainement ni pires ni meilleurs qu'ailleurs, je pense qu'un contrôle lors de la réalisation des travaux est nécessaire. Donc si vous avez un coordinateur et que vous le payez pour son travail de coordinateur, vous aurez moins de soucis de finition, moins de soucis de bâclage, moins de soucis de coordination entre les corps de métier, surtout si vous n'habitez pas